Je vous souhaite la bienvenue à la première matinale de la transition écologique de l'année 2024, la seconde du cycle 2023-2024. Et aujourd'hui, nous accueillons Adélaïde Bon, Sandrine Roudot et Sandrine Rousseau, co-autrices de l'essai féministe intitulé Par-delà l'Androcène. C'est un manifeste écoféministe publié en août 2022 par l'édition Seuil, qui met en avant les intérêts communs de l'humanité à une époque où les crises de notre environnement les rendent d'autant plus visibles et urgents. Avec cet ouvrage, vous complétez l'analyse de notre époque qui traverse une période complexe de bouleversement par le prisme de ce mot qui est l'androcène, dont nous allons parler énormément aujourd'hui. Ça nous fait énormément de plaisir de vous accueillir parce qu'on cherche également devant un public, entre autres, de futurs ingénieurs, à ouvrir un peu à l'esprit au-delà du simple pragmatisme scientifique. Voilà. Avant de laisser la parole à nos invités, je souhaiterais d'abord remercier mes camarades de l'équipe des matinales, Antoine Cazot-Dumec, Guillaume Belloncle et Thomas Bertrand. Je remercie également Monsieur Jean-Marc Benguigui, Madame Vanessa Le Garec, Monsieur Emmanuel Rosière pour leurs conseils, leur grande aide logistique également. Romain Plourde également, qui est en régie, qui fait la captation de cette conférence, qui est là. Ah, pardon. C'est là. Ah non. Bon. Pardon. Ouais, on va augmenter le son du micro. Donc Romain Plourde, qui nous fait la captation vidéo de la conférence. Et merci. Ouais, et qui va nous permettre aussi d'avoir une rediffusion qui sera disponible probablement dès la fin de la semaine prochaine sur le compte YouTube de l'École Centrale Nantes. Donc, vous pouvez transmettre à toutes les personnes qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, qu'elles pourront regarder en rediffusion. Merci également à Éline Thévenin, avec qui j'ai le plaisir d'animer cette conférence. Éline, je te laisse te présenter. Oui. Merci. Bonjour. Donc moi, c'est Éline Thévenin. Je suis étudiante à l'Université de Nantes dans le master Humanité environnementale. C'est un master qui a été créé il y a 2 ans. Là, c'est la première promo de Master 2. Et c'est un master pluridisciplinaire autour des questions de l'environnement. Donc, c'est un plaisir d'être là aussi pour faire le lien avec les étudiants et étudiantes de Centrale. Merci. Merci, Éline. Et enfin, merci beaucoup à toute l'équipe de direction, à monsieur le directeur Jean-Baptiste Avrier, qui n'est pas là aujourd'hui, mais également à Mme Emilia Poisson, la directrice adjointe de l'école. Faut savoir que la direction soutient continuellement le projet des matinales, donc merci beaucoup. Et Madame Poisson, je vous laisse dire un mot d'introduction. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis ravie d'être là et effectivement à parler un petit peu du soutien de l'école sur ces matinales. D'abord une très bonne année à toutes et à tous, et puis que individuellement vous puissiez avoir le succès que vous méritez professionnellement, personnellement, et puis on peut peut-être espérer aussi que on ait une belle année collectivement, qu'on fasse ensemble aboutir les projets dans les transitions dans lesquelles nous sommes engagés. Alors effectivement, l'école soutient les matinales particulièrement, donc qui sont un événement majeur parce que c'est à l'image de l'école, parce qu'on a les 3 valeurs de l'école, je ne sais pas si vous les connaissez, donc c'est d'abord l'ouverture, l'engagement et l'humanité. Alors l'ouverture, c'est l'ouverture, évidemment, on est dans une école, on a nos missions principales d'enseignement, de recherche, d'innovation, de transmission des savoirs. Et l'ouverture, c'est l'ouverture à la curiosité scientifique, c'est l'ouverture à l'international, c'est l'ouverture aux autres. L'engagement,
eh bien, c'est comme celui que prend l'école dans le domaine du développement durable. C'est que on s'engage à tout niveau de l'école, la direction, la stratégie, l'organisation. Je pense qu'on pourra reparler également de ces termes et le sens et le poids d'une organisation dans un système et pour défendre ses valeurs. Donc par les 5 axes du plan d'action développement durable dans lequel l'école s'est engagée, 2021-2025, si je ne me trompe pas, Emmanuel. Voilà, donc c'est et puis l'humanité, bon, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup détailler pour comprendre que chacun cherche du sens et que sans l'humanité, on aura du mal à en trouver. Donc les matinales aujourd'hui, par exemple, une matinale, c'est un temps d'échange, un temps de partage de connaissances, de partage d'opinions, de points de vue, voilà, d'échange. Et toutes ces informations dont on va pouvoir discuter, ça va permettre de pouvoir avancer dans les défis qui sont les nôtres, parce que on va prendre le problème à une bonne échelle. Le problème, on va maîtriser l'urgence de ce problème. On va pouvoir étudier la controverse et l'accepter, etc., etc. Donc j'espère que vous pourrez profiter pleinement de cet événement, de cet échange avec donc nos 3 invités. Je ne vais pas représenter parce que c'était pas mon rôle, je l'avais dit. Donc voilà, bienvenue. Et puis, je vous souhaite un bon temps d'échange avec nos invités et nos étudiants. Merci à tout le monde pour l'organisation. Je ne vais pas reciter les gens qui ont déjà été cités, mais voilà, sachez que nous sommes bien conscients du travail que cela demande à toutes et à tous. Ouais, donc merci beaucoup Madame Poisson. On va pouvoir commencer. Et donc peut-être on va d'abord vous laisser vous présenter chacune et présenter votre ouvrage. Je vous laisse la parole. Oui. Donc moi c'est Adélaïde Bon, je suis autrice, militante féministe, comédienne et metteuse en scène, et c'est déjà pas mal. Voilà. Bonjour à tous et toutes. Meilleurs vœux pour cette année, qui va être une année de changement, de transformation, j'en suis sûre. Et donc Sandrine Rousseau, je suis députée écologiste de Paris et je suis économiste de formation et de profession. Bonjour, Sandrine Roudot, je suis éditrice d'une maison d'édition engagée, nantaise, autrice et perspectiviste, et je fais des conférences sur l'utopie, la désobéissance et tout ça. Merci. Donc on va commencer avec les questions. La première question est directement liée avec le titre de l'ouvrage, Par-delà l'Androcène. Donc de l'Anthropocène vers l'Androcène. La première question, c'est pourquoi cette précision, puisque déjà l'Anthropocène, c'est un mot qui est beaucoup utilisé dans le milieu de la recherche pour décrire notre époque. Et du coup, c'est pour savoir pourquoi est-ce que le terme Androcène vous semble-t-il plus adapté à l'époque et au changement actuel? Alors déjà, c'est un mot qui est arrivé dans plusieurs endroits simultanément. Comme souvent, quand dans une société, on comprend un phénomène et qu'on a besoin de le nommer. Il est apparu dans une revue qui s'appelle les nouvelles questions féministes. Il est apparu sous la plume de Julie Gorecki et de Myriam Baafou. Il est apparu aussi aux États-Unis dans un certain nombre d'études universitaires. Et il permet de décrire comment l'Anthropocène, c'est-à-dire cette ère où l'humanité saccage la nature et transforme l'écosystème. C'est pas l'humanité en général, c'est un système de domination patriarcale, raciste, colonialiste, extractiviste. Et dans le mot androcène, ça permet de relier à la fois andros, ça veut dire le genre masculin en grec. Scène, c'est la période géologique. Et ça permet de relier en un seul mot à la fois
la conséquence, c'est-à-dire le fait qu'on soit passé dans une nouvelle ère géologique, au système de domination qui a engendré ces conséquences. Ça vous va? Oui, enfin, on est dans un moment clé où on arrive au bout d'un système où on ne peut pas continuer comme ça. Et en fait, si on veut changer véritablement les choses, on ne peut pas s'attacher juste à la question du détail, de la technique qui va changer le monde ou de l'innovation ou du progrès technologique qui va nous sauver, éventuellement du progrès social. C'est-à-dire qu'il nous faut checker et regarder en face le système de valeurs qui nous a conduits à préférer notre jouissance immédiate au respect de l'autre, au respect de la planète, au respect de l'autre, humain et non humain, et au respect de l'autre, qui est la place de la femme dans la société. Et en fait, si on n'interroge pas ce système de valeurs, alors on se trompe dans les solutions que nous pensons pour la planète, puisque nous n'arriverons pas, dans le système de valeurs que nous avons construit actuellement, à changer suffisamment les choses pour regarder l'avenir sereinement. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé ce mot androcène, c'est pour dire que les questions sociales étaient intrinsèquement liées. Les questions sociétales, la hiérarchie de notre monde était intrinsèquement liée à la crise écologique que nous vivons. En fait, on prend, on utilise, on jette. Et on utilise, on jette les éléments naturels, comme le corps des femmes au moment où on les viole, ou comme les ressources naturelles. En fait, on est sur une société de prédation, et cette prédation ne peut pas continuer. En fait, l'anthropocène, c'est juste dire c'est l'espèce humaine. On dit en fait, c'est pas l'espèce humaine dans son ensemble, c'est une espèce humaine particulière qui le fait au nom de certaines valeurs et au nom de certaines choses qui sont comprises comme étant admissibles, et notamment la violence, et notamment la croissance quoi qu'il en coûte, et notamment toutes ces choses-là. Et donc c'est vraiment l'idée de préciser les causes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que c'était systémique, que en fait ces causes-là, on les retrouve sur tous les problèmes, et que donc ça veut dire que la solution va être simple, puisqu'il suffit de renverser ce système de valeurs. Enfin, simple... C'est vite dit, hein, mais... Merci pour cette précision. Du coup, dans votre ouvrage, vous parlez du pouvoir des mots et de l'importance de créer des néologismes adaptés à notre époque. Est-ce que, du coup, androcène, c'est un thème qui a été formé il y a peu, comme vous l'avez dit. Et est-ce que vous pouvez préciser un peu, même si vous avez déjà un peu répondu en partie à cette question, en quoi créer de nouveaux mots, c'est important pour comprendre notre époque, et comment est-ce qu'on peut faire pour s'approprier ces mots également? On pense le monde à travers les mots. Les mots font société. Les mots que je vous dis vous pénètrent. La parole est le lien de la société. Elle est le lien. Si les mots dont on dispose pour faire société ne parviennent pas à découvrir, à mettre à jour, à révéler les mécanismes à l'œuvre dans notre société, la société se disloque. On a besoin de nouveaux mots pour pouvoir faire lien, pour pouvoir faire société, pour dialoguer ensemble. Il ne peut pas y avoir de société sans dialogue. D'ailleurs, les gens qui parlent tout seuls dans la rue, on se dit toujours, ils sont un peu bizarres. On parle pour être entendu, on parle pour être en relation. Et créer de nouveaux mots, c'est le signe d'une société vivante qui s'adapte, qui évolue, qui change, comme le monde qui est en perpétuel changement. On a besoin sans cesse de créer de nouveaux mots pour ouvrir de nouveaux horizons. Surtout quand le système dans lequel on vit nous amène à un horizon qui, en apparence, est extrêmement bouché, extrêmement désespérant. La création de nouveaux mots est un endroit où on peut créer de la joie, de l'espoir et des horizons nouveaux qui nous apparaissaient pas tant qu'on n'avait rien pour les nommer. En ça, c'est extraordinairement important, l'inventivité d'une langue. C'est le signe d'une société qui fonctionne, d'une société qui dialogue. Vous voyez bien que quand, en fait, on en parlait hier, quand il y a eu le glissement entre cotisation sociale et charge patronale, ce qui aujourd'hui on ne parle plus que de charge patronale, et en fait, avant, on appelait ça les cotisations sociales. Et vous voyez bien qu'on n'est pas du tout sur le même niveau. C'est-à-dire que là, on fait porter l'importance sur le poids
que ça peut être pour une entreprise, alors qu'avant, on le faisait porter sur son utilité dans le bien commun, à quoi elle sert. Donc on voit bien que il y a un pouvoir des mots, il y a une influence et il y a une stratégie des mots. Et c'est aussi des endroits d'union. Nous, on était 3, c'est ce qui a été aussi la force de ce livre. On venait d'univers différents et androcène a été un mot qui nous a unis aussi. C'est-à-dire qu'on venait... moi, je venais pas vraiment du mot du patriarcat, par exemple, et c'est un mot que je n'arrivais pas à saisir, ou en tout cas qui ne représentait pas ce que je ressentais. Et c'est très important en fait, de retrouver des mots sur lesquels on est reconnu, on est entendu, et on trouve un nouveau terrain de rencontre. Et la troisième chose que je voulais dire là-dessus, c'est ce qui est intéressant aussi, ce sont les mots qui ne sont pas récupérables. On le voit bien, tous les mots sont récupérés et c'est assez compliqué. Et androcène, comme décroissance, sont des mots qui sont irrécupérables pour les pouvoirs en place. Et en ça, ils sont intéressants. C'est un peu des mots pieux qui provoquent la discussion, qui nous obligent aussi à regarder ce qu'il y a derrière, contrairement aux mots valises qui viennent mettre des cloches, vous voyez, des couvercles pour dire « Ok, ça, en fait, on n'en parle pas. On a trouvé le mot et on ne va pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. » Androcène, il vient dire « On va aller regarder en fait ce qu'il y a un peu à l'intérieur. » Ouais, les mots nous aident à penser. Et en fait, si on ne change pas les mots, on ne change pas notre pensée. Et donc, on a absolument besoin aujourd'hui de sortir des mots qui sont des mots qui mentent. Et en fait, la plupart des mots qui nous aident à penser le monde économique et social aujourd'hui sont des mots issus des 30 Glorieuses, donc de l'après-guerre. C'est le mot croissance, c'est le mot productivité, c'est le mot performance, c'est le mot progrès. Et en fait, ces mots-là sont des mots qui enferment notre pensée et qui nous empêchent de penser le monde de manière différente. Quand on pense croissance, par exemple, on n'imagine pas la limite. Or, aujourd'hui, nous sommes confrontés pour la première fois depuis des dizaines, si ce n'est des centaines d'années, à la question de la limite. Or, le mot croissance et la place qu'il a dans notre débat politique et public, le fait que nous allions chercher la croissance avec les dents, le fait que nous mettions tout en œuvre pour aller chercher cet objectif premier qu'est la croissance, eh bien, nous empêche de penser que cette croissance ne peut pas se faire si on atteint les limites des équilibres planétaires. Et tant que nous ne penserons qu'au travers de la croissance, nous ne pourrons pas penser la limite. Ce mot croissance, il est issu de l'après-guerre, dans un moment où on imaginait que notre puissance allait être par cette croissance économique. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus penser notre puissance comme étant une domination sur le monde ou une croissance infinie dans un monde fini. Et si on prend même le mot environnement, par exemple, le mot environnement a été créé dans les années 70. Avant, le mot environnement n'existait pas. Et il a été créé au moment où le Club de Rome, qui a posé les limites, la question des limites planétaires, eh bien, a commencé à poser, avec le Printemps silencieux de Rachel Carson et d'autres, ont commencé à poser cette question de l'écologie, de l'écosystème, de la planète. Et en fait, ce mot environnement, il dit quelque chose. C'est quelque chose qui nous environne, nous les humains. Donc, c'est quelque chose presque de secondaire, c'est-à-dire nous sommes au centre et l'environnement nous entoure d'une certaine manière, mais c'est nous qui sommes au centre. Aujourd'hui, nous ne parlons quasiment plus d'environnement ou uniquement ceux qui ne pensent pas le monde avec des lunettes très sereines ou très objectives sur ce qui est en train de se passer. On parle plus d'écologie, d'écosystème, de système d'équilibre, de limites. Et tous ces mots-là sont des mots qui nous permettent de penser différemment. Et en fait, nous pensons la politique, l'économie, le social avec des mots qui mentent aujourd'hui. Et si on regarde par exemple le mot pouvoir d'achat, il dit que le pouvoir, nous gagnons du pouvoir en achetant. Et en fait, nous utilisons ce mot pouvoir d'achat pour des gens qui précisément n'ont pas ce pouvoir d'acheter. On ne parle pas de pouvoir d'achat pour les riches, on parle de pouvoir d'achat pour les pauvres, c'est-à-dire pour les gens qui précisément n'ont pas la capacité à acheter. Et en fait, on leur fait miroiter l'idée que le pouvoir, ce serait d'acheter. Alors qu'en fait, il nous faut penser le monde de manière très différente. Encore une fois, ce mot pouvoir d'achat, il a été créé par l'INSEE dans les années 50, à l'issue de la guerre, au plein cœur des 30 Glorieuses, au moment où on s'imaginait que cette production et cette consommation de masse était une solution presque magique en réponse à la période précédente, qui était une période de guerre, de nationalisme, de destruction. Et on se disait que la consommation de masse et la production de masse allaient nous permettre de sortir de notre caractère belliqueux. Et donc, on a parlé de ce pouvoir d'achat parce que c'était un pouvoir donné aux humains, en fait, d'acheter la paix.
En achetant, nous achetions la paix. Et là, il va nous falloir changer de mode de fonctionnement. On ne peut pas juste aller chercher la croissance et le pouvoir d'achat. Si nous continuons à faire ça, alors nous allons dans le mur. Et donc, ces mots, l'androcène et d'autres, nous avons ce devoir de réfléchir à d'autres mots pour penser le monde. Parce que tant que nous sommes dans les anciennes références, nous n'arriverons pas à penser la transformation à la hauteur des défis tels qu'ils sont aujourd'hui. Merci beaucoup. Déjà, oui, juste peut-être un petit détail. Je pense qu'il faut que vous éteigniez votre micro à chaque fois, sinon on risque d'avoir de l'écho. Et donc, les mots, comme vous l'avez décrit, c'est très important de redéfinir des nouveaux mots, de changer notre façon de penser également par les mots. Et vous avez défini le mot de l'androcène. Maintenant, après la définition de ce mot-là, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous analysez? Qu'est-ce que vous projetez? Vous décrivez 5 lignes d'action, 5 pistes, 5 voies dans votre ouvrage pour évoluer, sortir de ce schéma-là de domination. Est-ce que vous pouvez un peu nous les décrire dans les grandes lignes, peut-être détailler ceux qui vous semblent les plus importants aujourd'hui, ceux que vous préférez? Dans le livre, on désigne comme ça 5 endroits qui sont tous un peu comme des cercles qui se touchent les uns les autres. Il ne s'agit pas de 5 chemins différents qu'on pourrait aborder chacun. C'est vraiment une vision un peu rhizomique des choses qu'il faudrait changer, ou en tout cas de pistes pour y arriver. Et on a donc dans le livre décrit comme ça 5 chemins de façon assez humble, hein, et vous allez voir, c'est des chemins d'humilité. Le premier, c'est de simplement écouter le monde et l'époque. On a assisté il y a peu de temps avec la révolution MeToo, et on le fait encore régulièrement, à une transformation de l'écoute. Ces voix, elles étaient là depuis toujours, mais on ne les entendait pas, on ne les écoutait pas. Voilà, donc il y a toute une partie de se mettre au service, à l'écoute de ce qui se passe et des solutions qui sont proposées par chacun. Voilà. Ensuite, on a un chapitre sur ressentir, c'est-à-dire se mettre, au lieu de se mettre en position de sachant, de dominant, de catégoriser le vivant, au contraire, de se mettre à égalité, pardon, excusez-moi, c'est quand même le matin, de se mettre dans sa sensibilité au monde et de se laisser déplacer, de se laisser bouleverser par le monde qui nous entoure, de s'autoriser à être émerveillé, de s'autoriser à être furieux. Une des choses qui nous inquiète sans doute toutes les trois le plus en ce moment, c'est que dans le pouvoir politique mondial, les puissants ne soient pas plus terrifiés. Moi, ça me rassurerait beaucoup qu'ils le soient. Voilà, de comment aujourd'hui il est important d'être à l'écoute de nos émotions et que nos intuitions nous sont sans doute un guide assez juste du monde qui nous attend et qu'on a besoin de se mettre à l'écoute de ça. Déconstruire, bon alors ça je vais pas faire un dessin, c'est assez simple, c'est ce qu'on vient de dire aussi à travers des mots, de comment du système d'où nous venons, le réfléchir, le penser, l'appréhender, le rendre visible, découvrir tous les biais cognitifs, de savoir toutes les choses qui font qu'on ne voit le monde qu'à travers nos petites lorgnettes et voilà, travailler à ouvrir des horizons nouveaux en déconstruisant les œillères qu'on a pu mettre en place, voilà, se réconcilier dans une société où la violence est omniprésente, où donc moi l'une de mes spécialités c'est la pédocriminalité, qui est une chose extrêmement banale. On pense que c'est plus d'1 enfant sur 5 dans le monde qui est victime de violences sexuelles ou etc. Comment est-ce qu'on parvient à se réconcilier les uns avec les autres? C'est un enjeu gigantesque de société.
comment on peut faire société ensemble, alors même qu'il y a besoin de reconnaître ses responsabilités à chacun, à chacune dans les dominations qu'on exerce. Moi, en tant que blanche privilégiée, quelles sont les dominations que j'exerce, quels sont les privilèges que j'en retiens sans même m'en rendre compte. Enfin, tout un travail là-dessus voilà. Et la radicalité, très concrètement, le défi est immense. Et si on ne s'accroche pas très fortement à nos racines, à ce qui fait que on a le désir d'être en vie et de voir la vie s'épanouir autour de nous, ça va être compliqué. La radicalité, c'est ça, c'est s'accrocher à ce qu'il y a de plus vivant, puissant en nous, notre désir de vie, d'amour, d'entente, pour faire société ensemble, et que ça pourra pas passer par des demi-mesures et de la tiédeur. C'est ça, voilà. Voilà, je vais faire une espèce de grand bougli-boulga. Lisez le livre, ce sera plus précis dans chacun des chapitres. Mais la radicalité utopie, je crois qu'on en parlera tout à l'heure. Donc, moi, il y en a deux sur lequel j'ai beaucoup appris aussi en travaillant ensemble. Ce qui était intéressant dans ce livre, c'est à la fois ce qu'on en a fait et comment on est arrivé là. Et ce qui était intéressant, et je pense que c'est ce qui était dans Se réconcilier, comme disait Adélaïde, c'est un des 5 accords, Se réconcilier. Et nous, pour écrire ce livre, on a eu un espace de sécurité dans lequel on a pu regarder en face ces choses. Et en fait, peut-être que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est ces espaces de sécurité dans lesquels on peut déposer nos peurs, déposer nos colères, déconstruire. Donc ça, c'est un des accords qui est très fort, qui est un mot que Sandrine a réussi, je crois, à faire passer. Mais c'est une fois qu'on a compris ça, cette histoire de déconstruction, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose. En plus, c'est quelque chose de très humble. Ça nous fait énormément grandir. Ça nous fait grandir ensemble. C'est-à-dire qu'on déconstruit quasiment qu'avec les autres. On peut pas déconstruire tout seul dans son coin. Et ça, c'est assez formidable. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a des voiles qui se lèvent. On se dit, mais en fait, je dis ça tous les jours. J'agis comme ça tous les jours pour cette raison, pour ces valeurs, pour ces habitudes. Et en fait, ça, c'est juste un espèce de contrat, de convention qu'on a passé. Et c'est pas parce que c'est la norme que c'est normal. Et dans ce truc de la différence entre la norme et de ce qui est normal, il y a notamment cette histoire de sensibilité. Et ça, c'est vraiment quelque chose je sais pas si on s'est levé un matin, mais en tout cas, je me souviens très bien quand on a eu cette espèce de révélation, c'est qu'on s'est dit, mais finalement, à mépriser la sensibilité, c'est-à-dire à interdire à des personnalités politiques, à l'interdire sur les plateaux médias, par exemple, à ne pas s'autoriser la sensibilité, à ne pas s'autoriser de dire qu'on a peur ou qu'on est triste ou que ceci est intolérable, parce que c'est pas bien vu. Mais en fait, à force de mépriser la sensibilité, on a fait de l'indifférence une gouvernance. Et donc, c'est un peu pour ça qu'on en est là aujourd'hui. C'est-à-dire que si vraiment on s'était dit, mais quand on regarde tous ces chiffres, les chiffres dont a parlé Adélaïde, quand on regarde les 9 Antillais et Antillaises sur 10 qui sont empoisonnés au chlordécone, rien que ça, on devrait s'arrêter tout de suite et se dire, il y a un problème, en fait. Dans ce monde, il y a un problème. C'est pas possible de se dire, pareil, il y a 58 000 morts de pollution de l'air chaque année en France. Il y a un problème. Ça peut pas être le dégât collatéral d'un modèle. Le truc qu'il faut changer, c'est le modèle. C'est pas les gens qui doivent apprendre à respirer un jour sur 2. Donc, il y a vraiment quelque chose là-dessus. Donc, la sensibilité, pour moi, est vraiment un des accords qui me paraît le plus important. En fait, le truc, c'est que, et on parle ici dans une école d'ingénieurs, la fonction d'ingénieur, c'est une fonction qui a été la fonction reine des périodes de croissance et qui est la solution technique à des problèmes locaux. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un problème, vous avez une solution, et cette solution est mise en œuvre par l'ingénieur. Et seul l'ingénieur, en fait, connaît la solution. On sort de l'ère de l'ingénieur aujourd'hui pour essayer de penser le monde de manière différente. Et d'ailleurs, ça renvoie à la question de quelle est la place de l'ingénieur dans le monde qui vient, mais j'imagine qu'on va en parler dans la suite des questionnements. Et en fait, par cette approche technique, par cette approche de maîtrise, par cette approche organisationnelle, scientifique du monde, on a perdu une dimension qui est absolument essentielle, qui est la sensibilité au monde. Et précisément, l'hypothèse que nous posons dans ce livre, c'est que si nous voulons nous sortir
du défi écologique dans lequel nous sommes, si nous voulons nous gagner ce défi écologique, eh bien, il nous faut retrouver cette sensibilité au monde. Il nous faut retrouver la sensibilité au vivant. Il nous faut retrouver une forme de sensibilité dans l'altérité. Oui, les animaux ont une forme de sensibilité. Alors, évidemment, il y a énormément de débats scientifiques là-dessus, mais on parle de sentience. Mais en fait, si vous reconnaissez dans l'autre, humain ou non humain, une capacité à être, une capacité à sentir, une capacité à s'adapter, une forme d'intelligence, alors vous ne pouvez plus l'utiliser de la même manière qu'avant. Et en fait, c'est cela que nous devons retrouver pour comprendre les changements que nous avons à opérer. Si nous ne retrouvons pas la sensibilité à l'autre, quel qu'il soit, alors nous ne trouverons pas les solutions pour arrêter l'élevage industriel, pour arrêter l'extractivisme, la prédation, etc. Et en fait, c'est ce qui nous manque aujourd'hui dans le débat politique, et là je prends ma casquette de femme politique. On a valorisé dans le monde politique une forme de leadership qui est un leadership fondé sur la stratégie indifférente aux émotions. On aime les grands stratèges qui se prétendent comme tels et qui sont insensibles à l'émotion de l'autre. Et précisément, c'est parce qu'ils sont insensibles à l'émotion de l'autre qu'on les pense comme grands stratèges. Et Emmanuel Macron est une figure admirable, est un spécimen admirable de cette espèce-là des grands leaders politiques que l'on aime dans cette période actuelle. Alors qu'en fait, aujourd'hui, et dans les bouleversements qui sont face à nous, il va falloir retrouver l'empathie, la sensibilité à l'autre, la compréhension de l'autre. Et en fait, aujourd'hui, l'hypothèse aussi que nous posons est que nous ne pouvons plus gouverner simplement sur la base de tableaux Excel et de calculs, mais que nous devons gouverner avec la sensibilité et avec nos émotions. Et en fait, la colère ou l'empathie, la tristesse ou la joie sont aussi des manières de gouverner. Et nous ne pouvons plus avoir des figures de gouvernants qui sont des figures d'insensibilité et uniquement de stratégie intellectuelle au monde. Nous ne pouvons plus être là-dedans. Et d'ailleurs, je pense que l'arrivée de nouveaux leaders dans le monde comme Milei en Argentine, Trump, etc., sont des exemples que nous sommes dans un moment de tectonique des plaques là-dessus, c'est-à-dire soit nous allons vers vraiment un excès d'insensibilité, soit au contraire nous allons retrouver une forme de sensibilité au monde. Et l'hypothèse que nous posons, c'est que nous avons besoin de cela pour aussi penser l'avenir. Je vais ajouter un petit truc là-dessus. Mais non, tu parles pas longtemps. Pour avoir travaillé beaucoup sur les freins au changement et pourquoi est-ce qu'on ne change pas alors qu'on sait, on voit bien que tout ce qu'on voit, c'est la dissonance cognitive, donc le déni, la diversion, l'attaque du messager. Et pourquoi ça se passe ? Parce qu'on n'a pas d'endroit pour déposer nos émotions justement et notre sensibilité et pouvoir les honorer et pouvoir les reconnaître. Et à ne pas faire ça, en fait, ça crée soit effectivement la sidération, l'indifférence, etc., soit ça peut créer la violence. Donc, on a besoin aussi aujourd'hui d'honorer ça pour ne pas passer au système d'après qui est soit la violence, soit la dépression. Merci beaucoup. Justement, pour rebondir là-dessus, vous parlez de dissonance cognitive qui peut nous amener soit à la violence, soit à la dépression. Vous parlez également de ces dirigeants qui, selon vous, devraient être plus terrifiés de ce qui se passe. Et bien justement, selon vous, comment ça se passe une fois que l'on est terrifié, une fois que l'on est déprimé, qu'on est sous le choc de tout ce qui se passe, comment on peut passer à l'action, comment on peut se mettre dans une démarche personnelle ou collective d'action, selon vous? Le monde est en perpétuel changement et les humeurs de l'homme aussi, de l'être humain aussi. Quand je disais terrifié, c'est un tenté, c'est-à-dire que les défis qui nous attendent sont, vus de nos petites places à chacun et chacune, paraissent gigantesques et immenses. Mais ce qu'il faut, c'est les regarder, c'est-à-dire que
la puissance, je pense, la plus destructrice à l'œuvre aujourd'hui dans nos sociétés, c'est le déni. Tant qu'on est dans le déni et qu'on se dit on verra plus tard, je regarde pas. Le jour où la ville se fait submerger par les eaux, que la canicule arrive, que la pandémie arrive, etc. La seule réponse qui suit le déni, pour le coup, c'est la terreur. Et la terreur n'engendre concrètement pas des sociétés qui vont très très bien. Enfin, voilà. Quand je disais terrifié, c'était dans ce sens de prendre la mesure, à la fois de nos responsabilités à chacun. Quels sont les privilèges dont on jouit et dont on doit se défaire. Chacun, chacune. Quelles sont les lois qui sont écocidaires, qu'est-ce qu'on doit changer dans ce qui fait société entre nous aujourd'hui. Et à partir du moment où on est dans la réalité des choses, plein de solutions concrètes s'amènent. Quand on se rend compte que sa douche est bouchée, on va ouvrir le siphon pour regarder ce qu'il y a dedans. Mais tant qu'on se dit « Ah non, j'ai pas envie de regarder le siphon, c'est dégueulasse, il y a plein de cheveux immondes », on attend, et un jour, carrément, il y a une inondation dans la maison. C'est ça qu'on voudrait éviter. C'est que... regarder le siphon un peu régulièrement, enlever chacun ses petits cheveux et créer, l'image est un peu pragmatique du matin, mais de faire société aussi par des choses très concrètes, d'apporter de la qualité de vie, du confort de vie, de la sécurité de vie, en étant dans la réalité du monde qui vient, sans se cacher que les défis sont immenses, sans se cacher que nos responsabilités par rapport à ces destructions, à ces transformations sont immenses, et que nous, Français, avons bénéficié de manière gigantesque de l'écocide en cours. Voilà, donc c'est pas tant... c'est de regarder les responsabilités qu'on a, chacun et chacune, et une fois qu'on les a regardées, d'avancer avec ça. Moi, j'ai peur. Et en fait, je le pose. Moi, j'ai peur, là. J'ai peur de ce qui arrive. J'ai peur du monde qui vient. J'ai peur de l'indifférence qu'ont les dirigeants à la question climatique, à la question féministe. J'ai peur de ça, en fait. Et le monde qu'on est en train de construire est un monde qui me fait peur. L'incertitude climatique me fait peur. Et en fait, cette peur, elle me permet d'agir. C'est-à-dire qu'elle est aussi un moteur pour agir et pour me lever le matin, faire de la politique, aller affronter les abrutis qui m'envoient des côtes de porc et des côtes de bœuf toute la journée par message privé et qui pensent qu'ils sont très intelligents à le faire. Tout ça me permet... tout ça me permet d'affronter ça, en fait. C'est-à-dire que, quelque part, la peur est aussi un signal que nous devons entendre dans cette sensibilité dont nous parlions tout à l'heure. La peur fait partie des émotions que nous devons entendre parce que c'est une alerte absolument indispensable à nos changements de comportement. Et cette idée aussi qu'il ne faut pas avoir peur, est une idée qui fait partie de cet androcène, qui fait partie de cet imaginaire de la maîtrise de tout. Nous ne sommes plus dans un monde de maîtrise. Et donc, oui, il nous faut avoir peur parce que ce qui arrive est effrayant et que cette peur va nous permettre de nous mettre en mouvement. Et donc, c'est aussi cela qu'il faut poser, notamment dans le champ politique, c'est qu'aucun dirigeant politique jamais ne vous dira « j'ai peur ». Jamais. Mais moi, j'ai peur. Et en fait, nous devrions tous avoir peur. Et c'est cela qui nous permettra de prendre la mesure des changements à opérer. Alors, il faut avoir peur et il faut être dans l'action en même temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas y rester dans la peur, sinon effectivement, elle est tétanisante. Et c'est là où chacun trouve son endroit d'action. Il n'y a pas une solution, en tout cas, personne ne l'a trouvé pour l'instant, et l'histoire démontre que c'est plutôt une myriade de solutions possibles et qu'on ne sait pas quel est le point de bascule qui va faire basculer les choses. Mais ce qui est important, c'est d'être... Il y a quelque chose qui nous permet de surmonter la peur et qui nous permet de surmonter le sentiment d'impuissance aussi, qui est quand même quelque chose d'extrêmement difficile à contrer. C'est aussi le désir d'autre chose. C'est-à-dire que nous, c'est cette idée de cet autre monde. On voit très bien ce qu'on veut, en fait. Quand on dit « t'es contre Dieu », non, mais on est foncièrement pour autre chose. Et en fait, c'est ce monde-là qu'on voit, qu'on projette et qu'on a besoin de projeter, d'ailleurs, et de voir. Et c'est là où, pour être dans l'action, il faut aussi trouver ses alliés.
C'est là où c'est pas forcément facile quand on est en politique. Mais il y a vraiment, en tout cas moi, j'ai peut-être moins peur parce que je passe mon temps à essayer de trouver les endroits dans lesquels j'ai des alliés et dans lesquels je peux faire avancer des choses. Et en fait, chacun doit trouver quelque part sa façon de vivre ce moment qui est extrêmement compliqué à vivre. Et puis parfois, on retourne en zone de confort parce qu'on en a besoin. Et puis on se ressource et puis on repart à l'attaque. Et en fait, on a besoin de ça. Il y a pas une forme je dirais, de solution pour s'en sortir. Il y en a une myriade et il faut trouver cet endroit de puissance où on retrouve sa puissance. Parce que le truc le plus compliqué, c'est vraiment de contrer le sentiment d'impuissance générale qu'on peut avoir. Merci beaucoup. Je vais vous poser une dernière question et puis après on pourra commencer à ouvrir les questions en public. Donc voilà, n'hésitez pas à préparer vos questions. Mais pour continuer justement là-dessus sur le passage à l'action. Donc comme je l'ai dit en introduction, lors de la dernière matinale, nous avons discuté de la BD À portée de main, qui est une BD qui retrace la Convention citoyenne pour le climat et avec un but de présenter un avenir désirable, une sorte d'utopie qui nous donnerait peut-être un peu d'espoir. Et donc vous parlez voilà de ces combats à avoir, sortir les moments où on sort de cette zone de confort, de la peur pour agir. Et donc la question c'est agir vers quoi, vers quel nouveau schéma de société vous voulez envisager et quel avenir pour vous serait désirable? Est-ce qu'il y a un avenir pour vous qui est désirable? Heureusement qu'il y a un avenir désirable, parce que sinon, ça vaut carrément pas le coup de se lever le matin. Mais oui, il y a un avenir désirable, mais le truc, c'est que là, on est un peu comme quand nous étions adolescents, et vous n'êtes pas sortis de l'adolescence depuis très longtemps, donc vous vous souvenez plus de ça que de nous. Mais ce moment, vous savez, où il y avait vos parents qui disaient « mais il faut ranger votre chambre, là. Il faut vraiment ranger votre chambre ». Puis vous disiez « non, non, non ». Et puis en fait, vous commenciez, puis vous finissiez par le faire. Une fois que vous l'aviez fait, vous étiez content de le faire. Et en fait, on est dans ce moment-là où il faut nous affronter à ces changements. Et la Convention citoyenne pour le climat, elle a montré ça. C'est-à-dire qu'elle a montré que quand on informe des citoyens, quand on les fait réfléchir sur les solutions, en fait, il y en a. Et en fait, elles ne sont pas si compliquées que ça à mettre en œuvre. Et ce qui nous manque aujourd'hui, c'est vraiment la volonté de les mettre en œuvre. Mais à partir du moment où on réfléchit à 150, ils étaient 150 je crois, et qu'on s'interroge véritablement sans a priori sur la question, eh bien on trouve un ensemble de solutions. Et la sortie, les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, elles étaient tout à fait elles étaient tout à fait à mettre en œuvre, elles étaient faciles à mettre en œuvre, elles étaient possibles à mettre en œuvre. Enfin, c'était pas des... Moi, je trouvais même que certaines n'allaient pas assez loin. C'était assez simple, en fait. Et pourquoi ça n'a pas été fait? Pourquoi, à la sortie de cette convention sur le climat, on n'en a rien quasiment retenu? Je veux dire, quand on interdit, par exemple, une des propositions, c'était d'interdire les vols aériens quand il y avait une alternative de 4 heures de 4 heures en train. C'est quand même pas la mort. Enfin, je veux dire, c'est pas un truc insurmontable, c'est pas quelque chose qui va révolutionner le monde, c'est pas quelque chose qui fait qu'on entre dans l'inconnu total, dans vraiment quelque chose dont on a peur, etc. C'est juste, on arrête une ligne d'avion où il y a une alternative en moins de 4 heures avec le train. Bon, eh bien, pourquoi on l'a pas fait? Parce qu'aujourd'hui, nous préférons nos intérêts économiques à l'avenir de notre planète. Et en fait, là, la question que nous avons à nous poser, c'est à quelles conditions nous lâchons nos intérêts économiques? À quelles conditions nous arrêtons de préférer l'argent à notre vie et à nos conditions de vie sur Terre? À quelles conditions? En fait, c'est ça la question que nous devons nous poser. À quel moment le profit est supérieur à nos conditions de vie sur Terre? À quel moment nous préférons notre jouissance immédiate à celle de nos enfants? À quel moment nous préférons avoir la puissance de la maîtrise aujourd'hui
et à la destruction de demain. À quel moment nous faisons ces mauvais choix-là? À quel moment sommes-nous suffisamment irrationnels pour penser que notre jouissance immédiate est plus importante que tout? Eh bien, en fait, c'est ça qu'il nous faut nous poser comme question. Et il n'y aura pas de transformation écologique d'ampleur sans, à minima, une régulation puissante du capitalisme, voire une sortie d'un monde capitaliste qui, à la fin, préfère l'argent à tout. Et ça, c'est pas une révolution. On va pas avoir des têtes au bout des pics. Il nous faut juste, à un moment donné, nous dire qu'il y a d'autres liens entre nous, que nous pouvons construire d'autres manières d'être ensemble qu'avec l'argent que nous possédons. C'est peut-être révolutionnaire, mais au fond, c'est assez simple à mettre en œuvre. Et on en vient à la question du récit. Quel est le récit qu'on raconte? Est-ce que c'est le récit du chasseur, le récit où celui qui gagne à la fin, c'est celui qui a buté le plus de zombies? Le récit majoritaire, qui est le récit de toutes les batailles politiques, le récit de tous les films du box-office, le récit où, quand on va nous parler d'avenir, qu'est-ce qui cartonne au box-office? Ça va être les dystopies horribles d'un monde non désirable. Pour le coup, je sais pas combien de dystopies cinématographiques sortent par an sur le monde de demain, mais très sincèrement, c'est terrifiant. Quel est le récit qu'on raconte et qui maîtrise les récits? Ça, c'est une énorme question par rapport à l'avenir. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut avoir envie d'un monde de demain si on l'imagine crépusculaire, si on l'imagine comme un génocide sans fin du vivant. Et ça, c'est notre responsabilité à chacun de ne pas acheter les récits tout faits de la brute et du truand et du bon, mais d'inventer des nouveaux champs d'utopie, d'inventer des nouveaux horizons, de penser à la poésie du cueilleur, qui est sans doute une dramaturgie un peu moins intéressante que celle du chasseur de mammouth, mais ô combien plus durable en termes de développement. Réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire la création de valeur. Quand on parle de création de valeur aujourd'hui, on parle toujours de création de valeur monétaire. Qu'est-ce que je fais dans ma vie qui crée de la valeur d'amour, de la valeur de lien, de la valeur de joie, de la valeur d'émerveillement? Quelle est la valeur que je crée? Et ça, c'est une question qu'on peut tous se poser. Quel est le récit que je raconte à mes enfants? Quel est le récit que je vais transmettre de ma vie? Qu'est-ce que j'aurais fait de ma vie finalement? Qu'est-ce que j'aurais créé, moi, comme valeur dans ma vie? Est-ce que j'aurais juste créé du capital, de l'épargne? Est-ce que j'aurais créé de la joie, de la vie, de l'amour, du lien, de la compréhension, du soutien, de l'empathie, de réinventer aussi ce qu'on valorise dans notre société. Et ça, c'est vraiment une guerre des récits dont vous allez être les principaux tenants, parce que c'est une guerre qui se livre énormément sur les réseaux. C'est une guerre gigantesque et dans laquelle c'est clairement David contre Goliath. Ouais, sur les récits, c'est vraiment fondamental. Vous, quand vous avez travaillé avec Philippe Biwix dans sa mission Low-Tech, une des premières choses qu'on s'est dit, c'est ça, c'est Low-Tech, High Future. Et vous voyez bien que c'est plus du tout le même récit sur l'histoire. Et évidemment, à l'inverse, c'est Low-Tech, High-Tech, Low Future. Et là, on vient questionner le récit dominant. Il y a vraiment une question de temporalité. Vous voyez, on est à Nantes. Notre-Dame-des-Landes, c'était quand même le traumatisme de cette ville. On n'en entend plus parler, c'est terminé. Et on a ça surtout. Le vélo, c'était un truc de bouseux il y a encore quelques années, puis c'est devenu un truc de bobo, voilà. Et puis aujourd'hui, c'est normal et c'est moderne. On a carrément fait la culbute inverse de ce que c'était il y a quelque temps. Donc c'est intéressant parce que ça peut changer assez vite les référents culturels de ce qu'il est bon de se poser comme question, de ce qu'il est bon de remettre en cause. Et en fait, ce qu'il faut faire là-dedans, c'est retrouver de la confiance, de la détermination, et on en vient aux utopies. Les gens qui décident que ce monde va changer, ce sont des utopistes. Ce sont des gens qui se projettent sur quelque chose de différent, qui se disent, c'est pas parce que ça existe aujourd'hui que ça existera encore demain, et moi je veux que quelque chose d'autre advienne. Et en fait, c'est cette énergie-là qu'on doit retrouver, et ça, c'est qu'une poignée de gens, en fait. Les utopistes dans l'histoire qui ont changé le monde, ce n'est qu'une poignée de gens. Mais ça, c'est un récit qu'on raconte assez peu. On a toujours l'impression que tous les grands changements, les beaux changements viennent des autorités en place, dans une espèce de truc hyper harmonieux, où tout le monde est d'accord, mais pas du tout en fait.
Pas du tout. Enfin, voilà, le mur de Berlin, c'est des gens qui sont allés l'ouvrir. C'est pas le gouvernement qui s'est dit tiens, on va ouvrir le monde. Voilà. Merci. On va prendre un petit moment de questions du public s'il y a des questions. Et il y a un micro qui va se faire passer. Du coup, vous avez parlé plusieurs fois d'émotions, comme quoi elles étaient absentes dans le débat public, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'au contraire, elles sont omniprésentes, et par exemple sur les lois immigration, que c'est sûrement la peur qui prédomine, et tout le temps des émotions et pas forcément des valeurs ou des questionnements rationnels? Je réponds directement. Oui, alors vous avez absolument raison, c'est qu'il y en a qui utilisent la peur, en fait. Il y en a qui utilisent les émotions et en fait, c'est l'extrême droite qui utilise cette peur comme un vecteur politique. Mais nous n'utilisons pas suffisamment la peur du réchauffement climatique, par exemple, pour mettre en mouvement les personnes qui ressentent cette solastalgie, ce mal-être au monde actuellement, cette peur, cette angoisse de l'avenir, etc. Et en fait, nous rechignons à parler de peur parce qu'en fait, mais même moi, je vais vous dire, quand je suis interrogée, on me dit toujours, mais faut pas faire peur aux gens. Faut pas les effrayer, faut pas les braquer, faut pas les... Ben oui, mais alors on fait comment ? Parce qu'en fait, la peur, en effet, elle est utilisée par un camp politique qui s'appelle l'extrême droite et qui l'utilise à merveille. Mais aujourd'hui, on se doit, je pense... En fait, en tous les cas, moi, dans ma pratique politique, je m'impose d'être sincère sur ce qui se passe. C'est-à-dire de dire les choses telles qu'elles sont, même quand ça ne plaît pas. Et là, aujourd'hui, il faut être inquiet de la situation. Tous les indicateurs sur le climat sont absolument terribles, mais absolument terribles. Donc, en fait, nous devrions avoir peur. Et en fait, cette peur devrait nous permettre de nous mettre en mouvement. Il n'y a pas de raison que la peur ne mette en mouvement que l'extrême droite. La peur doit aussi mettre en mouvement le monde démocrate face à ce qui se présente, que ce soit la montée de l'extrême droite ou que ce soit la crise climatique, la crise sociale, etc. Et en fait, aujourd'hui, il me semble que dans le camp démocrate, dans le camp de gauche, dans le camp écologiste, on essaye de rassurer, là où en fait, nous n'avons pas les moyens de rassurer. Aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est actuellement, moi, je n'ai pas les moyens de rassurer. La seule chose que je puisse poser, c'est de dire, si nous nous y mettons, alors nous avons encore les moyens de changer les choses, mais à condition de nous y mettre. Et ça n'est pas moi toute seule qui aurai la solution, c'est ensemble que nous avons la solution. Si nous reprenons la question de la Convention citoyenne sur le climat, si nous décidons de supprimer les lignes aériennes quand il y a une alternative de 4 heures en train, eh bien dans ces cas-là, ensemble, nous devons penser le plan de reconversion professionnelle des personnels qui travaillent dans l'aviation et qui verront leurs emplois supprimés. Ensemble, nous devons penser la reconversion des aéroports. Ensemble, nous devons penser l'augmentation du salaire des conducteurs de train, des contrôleurs, etc. Mais en fait, toutes ces solutions-là, elles sont très accessibles. C'est-à-dire qu'il faut juste avoir la volonté de les mettre en œuvre. Et donc, cette peur ne doit pas être tétanisante, elle doit nous permettre de réfléchir étape par étape, petit pas par petit pas, comment on y va, mais à condition de faire suffisamment de petits pas pour que ça soit une transformation globale. Et ça, aujourd'hui, moi j'ai l'habitude de dire qu'on a deux angoisses qui se rencontrent dans le monde, l'angoisse du grand remplacement et l'angoisse du grand réchauffement climatique. Et en fait, aujourd'hui, nous laissons uniquement s'exprimer le grand remplacement, qui est une véritable angoisse chez les gens. Ça, je l'ai mesuré. Moi, je pensais que c'était purement irrationnel, mais en fait, c'est une véritable angoisse. Mais nous, il nous faut, derrière, nous mettre en mouvement sur la peur du grand réchauffement, parce qu'en fait, il est là. Et que si nous ne nous mettons pas en mouvement, nous laissons le monde dans les mains des autres, et que ça ne résoudra pas notre angoisse. Je viens rajouter là-dessus... En fait, cette peur du remplacement, elle a été créée, elle a été construite. C'est-à-dire que c'est une utilisation, c'est des croyances. Quand on étudie tous les rapports sur Hitler, etc., on se rend compte que même ceux qui étaient dans l'armée, ce n'étaient pas des gens qui étaient racistes au départ, qui étaient xénophobes. C'est vraiment tout un système de croyances culturelles qui amène les gens à ressentir cette angoisse. Et en fait, ce dont on parle, ce n'est pas tant d'utiliser et de dire il faut faire peur, mais c'est de ressentir et d'assumer
et d'être aligné. Et en fait, probablement que ce qui marche, et il y avait un grand psychologue qui parlait de ça, et je ne sais plus comment il s'appelait, sur l'extrême droite, ce qui marche aussi sur l'extrême droite, c'est qu'ils sont extrêmement alignés avec ce qu'ils ressentent. Leur discours, c'est un discours de haine, ils ressentent de la haine. Et donc, ce sont des gens sur lesquels on se dit, ah, eux, au moins, ça va être aligné. Ils vont faire exactement ce qu'ils ont dit. Les autres, en fait, on a l'impression que ça sonne faux. Ça sonne faux parce que justement, on ne s'autorise pas les émotions. Après, ça, c'est plus le monde politique dont je parle, mais il y a vraiment cette question d'alignement, en fait. On convainc les autres quand on est juste aligné sur soi, ses émotions, et qu'on est en accord, et qu'on agit en accord avec ses émotions, avec ses convictions. C'est là, en fait, où on sensibilise. C'est pas en étant sur l'autre, en lui disant « tu dois ressentir ça et tu dois faire ça ». Ça marche pas bien. Je me permets de prendre la parole. Vous avez cité le mot solastalgie. Est-ce que c'est possible d'avoir une rapide définition pour les personnes qui ne seraient pas familières avec ce mot? Je ne sais pas si j'aurais une bonne définition. Moi, je me demande si c'est pas un mot... Enfin, si justement aujourd'hui, moi je travaille beaucoup sur des nouveaux mots aujourd'hui, si c'est pas un mot aussi qu'il faut lâcher, qui est apparu à un certain moment. Donc la solastalgie, c'est une forme d'éco-anxiété qui est un peu la nostalgie de ce qui a été. Je ne sais pas si je le définis bien, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Ouais, la solastalgie, mais ça commence quand même à être pensé par les psychiatres comme étant un mal-être véritable. C'est en fait la nostalgie d'un paysage que l'on a connu ou la nostalgie d'une nature que l'on a connue et que l'on regrette et qui crée un manque chez nous tel que ça génère des sentiments dépressifs, une attitude triste, une tristesse qui peut s'ancrer tellement fort que ça génère des troubles mentaux chez les personnes. Donc en fait, la solastalgie, ça commence à être pensé dans le monde psychiatrique comme étant dans le paysage des maladies possibles, c'est une des maladies possibles. Et j'avoue que moi, je commence maintenant quand je me balade dans la nature ou quand, par exemple, j'étais en montagne il n'y a pas longtemps, et de regarder la montagne et de la regarder comme quelque chose de cher que je vais perdre. Non, pas parce que il y aura plus de neige, parce qu'en plus c'était en plein été que j'y étais. Donc, mais parce que en fait c'est un paysage tellement beau, tellement fort, où on ressent tellement de bien-être à y être que l'idée même de perdre ça est une idée qui laisse à penser que je vais perdre une partie de mon bien-être. Et en fait, c'est ça la solastalgie, c'est ça l'éco-anxiété, c'est de se dire que ce finalement qui a véritablement de la valeur dans notre monde, aujourd'hui, est en immense danger. Et c'est aussi ça, retrouver la sensibilité au monde, c'est avoir cette émotion quand on entend le chant d'un oiseau magnifique, quand on voit une herbe, quand on voit un paysage, de se dire, je ressens quelque chose. Et en fait, si nous ne ressentons pas ça, nous ne protégerons jamais ces paysages-là, parce qu'en fait, il nous faut avoir un attachement presque physique à cela pour réussir à protéger et à trouver l'énergie de la protection de cela. Bonjour. Moi, j'ai 2 questions. La première, je la pose en tant que responsable de la médiathèque de l'école, avec un projet d'évolution des locaux à moyen terme. Et je voudrais vous demander d'expliciter ce que vous avez évoqué tout à l'heure, les espaces de sécurité. Ça ressemblerait à quoi pour vous? Et la deuxième question, qui est aussi un rebond par rapport à ce que vous avez dit, ce serait quelle pourrait être, selon vous, une pédagogie de la sensibilité, de retrouver ou de découvrir cette sensibilité. Comment on fait concrètement pour réapprendre ou développer ça? Voilà, merci. Les espaces de sécurité, très sincèrement, ils s'inventent de 1000 façons, de 1000 manières, dans 1000 endroits aujourd'hui. C'est des pensées, notamment dans les milieux féministes, qui sont extrêmement fertiles. Et c'est assez simple, un espace de sécurité. C'est un espace où on se sent en sécurité. Et donc, pour chacun, la sécurité va être assez différente. Des gens qui se sentent en sécurité entre 4 murs et d'autres qui se sentent en sécurité en pleine nature. Et donc, en réalité, qu'est-ce que c'est la sécurité? C'est
fabriquer autour de soi un environnement où on se sent en confiance, de pouvoir à la fois s'écrouler ou s'élever, d'être tel que l'on est. Et la réponse, elle est singulière, et c'est aussi pour ça qu'elle se pense à plusieurs dans les réseaux féministes quand on réfléchit à cette histoire de safe place, parce que les anglicismes en féminisme font rage comme partout ailleurs. C'est d'abord une réflexion commune, se réunir à plusieurs et dire qu'est-ce qui fait sécurité pour toi, où tu te sens en capacité d'être, de dire tout ce que tu as à dire, qu'est-ce qui est difficile qu'est-ce qui t'empêche de t'écrouler ou de t'élever. Et ça, c'est une réflexion qu'on peut chacun mener, mais il n'y a pas une réponse, il y en a 1000 et elles sont singulières. Et pour avoir participé à beaucoup de conversations comme ça, de comment on crée ce type de choses dans des festivals, dans des lieux, dans des rencontres, etc., peut-être s'il y avait à dresser du commun, ce serait la disponibilité de ressources et d'outils. Très souvent, c'est quelque chose qui revient, un lieu où on a des outils et des ressources auxquelles on n'a pas forcément accès ailleurs et qui permettent d'avoir des réponses. Alors bon, évidemment, là, je pense aux violences sexistes et sexuelles, mais de manière générale, un lieu, les ressources, du confort, des coussins. Ça m'est jamais arrivé d'aller dans un endroit de safe place où il n'y avait pas quelqu'un qui s'était dit il faut absolument qu'il y ait des coussins. Non, mais en fait, c'est simple et ça dépend de chacun. J'ai une copine, où qu'elle aille, elle apporte, alors c'est pas très écolo, mais c'est assez marrant. Quand elle crée une safe place, elle a un espèce de truc super gadget et vraiment pas écologique. Comment on appelle ça, un espèce de faux feu. Mais elle, ça la met en transe. Vous savez, les espèces de faux feux qu'on branche à un truc électrique, c'est affreux, sans doute fabriqué en Chine. Mais elle, ça, la vision de cette flamme, c'est le truc qui l'apaise. Mais voilà, je vous donne cet exemple un petit peu parce que c'est des choses singulières, ça peut pas être décidé d'en haut, ça c'est forcément du dialogue, de réfléchir ensemble, qu'est-ce qui fait sécurité pour chacun, mais c'est des questions qui sont très importantes. Je vais ajouter une petite chose là-dessus. Pour moi, c'est aussi un espace de bienveillance dans lequel on doit intimement comprendre que c'est facile pour personne. Et que chacun, il y a un niveau de maturité sur une cause ou sur une autre différente, et que c'est pour ça parfois qu'on va se friter ou se sentir culpabilisé ou se sentir accusé, parce que l'autre a fait un chemin que nous, on n'a pas fait encore. Et pour autant, on a fait un chemin sur une autre cause. Et que lui, il est plutôt en retard là-dessus. Et donc, il y a vraiment retrouver cette notion de bienveillance et de se dire, chacun a un chemin, chacun a un endroit, et comment est-ce qu'on accueille ça ? Parce qu'on arrive à évoluer quand on est accueilli dans ce truc-là et quand on nous donne des solutions, quand on a une piste. Moi, je crois qu'on est prêt à traverser les choses un peu compliquées et qu'on est prêt à sortir du déni à partir du moment où on a une petite solution à sa portée. Et que du coup, on est dans l'action et que du coup, on reprend un peu confiance. Donc, on a besoin de ça. Donc, probablement qu'un endroit de sécurité, c'est aussi un endroit où où il y a un moment dans la semaine, où il y a un endroit, je sais pas, où les gens peuvent dire là, ça va pas. Je sais pas, ça peut être une affiche, j'en sais rien. Mais moi, je sais que par exemple, aujourd'hui, je suis pas en endroit de sécurité quand je regarde des séries télé. Où au bout de 10 minutes, j'ai un viol ou j'ai un truc et que ça m'a pas été préparé, quoi. Enfin, préparé et même, voilà, c'est imposé. Donc, il y a des choses comme ça où peut-être que chacun a ses endroits de sécurité, ils sont différents. Mais c'est comment est-ce qu'on arrive à peut-être laisser la place pour cette parole-là, en tout cas. Et puis, c'est évolutif, en fait. Et j'ai oublié de dire quand même une chose très importante, c'est qu'à chaque fois qu'on crée un endroit comme ça, on crée un cadre. Qu'est-ce qui crée de la sécurité ? C'est le cadre qu'on pose, et notamment le cadre de confidentialité, de bienveillance, de ce que tu viens déposer là. Je ne t'en parle pas en dehors de cet endroit-là, et je ne t'en parle que si tu m'en parles. Ça t'appartient et tu l'as déposé, mais c'est pas à moi de l'utiliser ensuite comme une complicité qu'on aurait eue entre nous. Enfin voilà, ce type de règles et ça, c'est des cadres qui s'inventent ensemble à chaque fois et qui évoluent aussi. Et moi, je vais parler à un niveau un peu plus politique. C'est que là, la question de la sécurité dans la transformation écologique, elle est indispensable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que parmi les freins au fait que nous prenions les bonnes décisions,
il y a la peur de perdre quelque chose, la peur de perdre sa voiture, la peur de perdre son emploi, la peur de perdre quelque chose auquel on tient. Et en fait, la question de la sécurité, elle est indispensable à poser, à savoir qu'est-ce qui permet de se sentir en sécurité dans le changement. Eh bien, ce qui permet de se sentir en sécurité dans le changement, c'est avoir tout ce dont on a absolument besoin, c'est-à-dire un logement, de quoi manger, de quoi voir ce qu'on aime, de voir. Et en fait, cette sécurité-là, elle doit absolument être garantie en quelque sorte. Et quelque part, tout l'argent public que nous dépensons actuellement devrait être orienté vers le fait de garantir ce socle de sécurité à chacun pour permettre de lâcher ce sur quoi nous devons bouger. Voilà, changer nos loisirs, changer nos mobilités, changer notre consommation, changer... Parce que nous avons absolument le noyau de ce dont nous avons absolument besoin. Et la sécurité devrait être un thème, encore une fois, que nous abordons non pas comme la peur de l'autre, mais comme ce que nous devons absolument collectivement garantir à chacun et chacune pour que nous puissions penser le changement de ce qui pollue, de ce qui nous détruit, etc. Et ça, aujourd'hui, nous ne réfléchissons pas du tout de cette manière-là. Donc voilà, si nous voulons penser la transition, nous devons absolument penser ce socle de sécurité. Je me permets de poser une petite question avant de redonner la parole au public. Ah oui, je vous laisse répondre déjà à ce point-là alors. Alors, pédagogie de la sensibilité, je ne sais pas trop quoi répondre, si ce n'est que pour la médiathèque, pour moi, il y a vraiment l'idée de... On en revient en référent culturel, c'est-à-dire des héros qui sont vulnérables. Enfin, après, je ne sais pas ce que vous avez comme livre, etc., mais il y a aussi ça, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on cultive voilà, ce que disait tout à l'heure Adélaïde sur ces fables, là, donc les fictions paniers plutôt que les fictions des guerriers, quoi. Et il y a vraiment ça, et ce truc aussi où les citoyens sont victorieux, où il y a un très bon livre de Rutger Bregman qui est Humanité, une histoire optimiste. Son titre anglais, dit tout, c'est Le mal est puissant, mais le bien est bien plus répandu. Ça, c'est un super bouquin, que j'ai à peu près stabiloté tout, et il fait 500 pages, qui remet en cause cette loi de Hobbes, qui est l'homme est un loup pour l'homme, quoi. Là, j'ai même pas envie de dire l'homme et la femme, parce que voilà. Et on a besoin en fait de contrer ça, qui est ce vieux truc. Et on a donc besoin du Léviathan pour nous choquer un peu, parce qu'on n'est pas capable on serait pas capable de faire société ensemble sans que ça se passe mal. Donc c'est tout ça. Comment est-ce qu'on arrive à redonner les nouveaux référents culturels philosophiques? Ouais, j'ajouterais pour filer juste la métaphore sur les chasseurs, etc. Si vous regardez le monde préhistorique, la manière dont on nous a raconté l'aventure humaine, le développement humain, eh bien, vous avez des hommes préhistoriques. Bon, déjà, les femmes préhistoriques n'existent quasiment pas dans la représentation. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'elles attendaient probablement dans les cavernes que le chasseur préhistorique revienne avec du sang sur les mains de mammouth et qui nourrisse toute la famille. Bon, en fait, cette imagerie-là de la préhistoire, c'est le chasseur, donc celui qui prend des risques, qui va avec sa lance chasser le mammouth, et puis le silex, donc celui qui maîtrise l'outil. Mais quel outil? L'outil qui a traversé les ans et dont on peut voir la lame tranchante aujourd'hui, qui était un complément probablement à la chasse, etc. Ce qu'on a oublié dans la construction de notre imaginaire collectif, c'est que il y a eu des paniers qui ont été pensés et que c'est aussi une innovation technologique que d'avoir pensé le panier avec le roseau, avec l'osier, etc., qu'il y avait des jarres, des contenants, et que tout cela, c'était probablement des innovations qui étaient antérieures ou conjointes au silex, et que pour autant, on ne nous présente pas comme des innovations majeures. Mais s'il n'y a pas de jarre, alors il n'y a pas de possibilité de conservation. Donc en fait, il n'y a pas de possibilité de développement. Et si nous ne pensons pas la cueillette comme étant un ensemble de savoirs absolument indispensables, savoir quoi cueillir, quand cueillir, comment cueillir, et si nous ne présentons pas ça comme un ensemble de compétences uniques et singulières, très riches et très importantes au développement humain, alors nous nous contentons d'un imaginaire du développement humain fondé sur la prédation des mammouths et du danger de cette prédation, et de l'outil comme un outil tranchant et dangereux. Mais en fait,
cette construction-là nous conduit à avoir un mode de pensée qui est très particulier. Donc, en fait, ça fait partie des choses que nous devons changer et revisiter l'histoire. Avoir une éducation au sensible, c'est aussi revoir toute l'imagerie et l'imaginaire des héros de cette histoire qu'on nous a servi depuis des années, des dizaines d'années et des siècles. Et quand j'entends la cancel culture, mon Dieu, au secours, ils vont abattre les statues et les noms de rues que nous mettons dans nos rues sont les héros que nous avons choisis. Et souvent, ce sont des héros très sanguinaires en réalité. Est-ce que c'est réellement cela que nous devons garder dans nos rues? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment la figure de l'héroïsme que nous voulons mettre en valeur? Eh bien, c'est toutes ces questions-là que nous devons poser. Et en fait, ça n'est pas secondaire, c'est-à-dire que moi j'avais l'impression, par exemple dans la campagne présidentielle précédente, qu'on nous vendait 5 000 € pour changer de chaudière, etc. C'est bien d'avoir 5 000 € pour changer de chaudière, mais à la fin, si on ne change pas notre imaginaire collectif, si on ne change pas notre référence, nos valeurs, eh bien nous n'arriverons pas à changer notre mode de pensée suffisamment pour prendre le virage qu'il y a à prendre. Donc oui, il y a des besoins technologiques sans doute, il y a surtout besoin de repenser notre rapport au monde. Merci. Oui, je me permets juste, avant du coup de redonner la parole au public, est-ce que juste vous pouvez, enfin, on a parlé du coup d'espaces de sécurité qui sont plutôt des actions collectives, mais on a aussi parlé de rapport individuel, donc le rapport à la sécurité, le rapport aussi à la consommation, etc. Et il y a souvent ce débat-là qui est systématique dans les questions écologiques. Est-ce qu'on doit faire une part individuelle ou collective? Et du coup, c'était pour un peu poser la même question avec l'approche écoféministe. Quelle est la part d'action individuelle et la part d'action collective? Et puis aussi en profiter pour préciser le rapport de l'indissociabilité de écologie et féminisme. L'écoféminisme, terme merveilleux forgé par Françoise d'Aubonne dans les années 70, ensuite parti aux États-Unis et revenu en France il n'y a pas si longtemps, il y a à peine une quinzaine d'années, après avoir eu une longue carrière de mots aux États-Unis. L'écoféminisme est donc ce mouvement qui désigne le lien entre les désastres écologiques et les violences patriarcales masculines. Qu'est-ce que l'écoféminisme? C'est précisément ce que nous désignons aussi au tout début de cette rencontre par le mot androcène, c'est comment on arrive à relier le fait que ces deux systèmes de domination, de l'homme sur la nature et de l'homme sur la femme et les enfants, sont en réalité deux faces d'une même pièce et que l'un ne va pas sans l'autre et que les valeurs de l'un sont aussi les valeurs de l'autre et qu'à partir du moment où l'on considère sa femme et ses enfants comme des êtres inférieurs sur lesquels il est légitime de passer sa violence et d'exercer sa violence, on considère aussi qu'il est légitime de détruire le monde qui nous entoure. Et cette pensée-là, donc, qui est apparue dans les années 70, a révolutionné, et je le dis vraiment réellement, enfin, a tout d'un coup permis de penser les structures sociales et culturelles de la domination capitaliste, extractiviste, coloniale et féministe sous un même chapeau d'une certaine manière et d'éclairer les unes au regard des autres par rapport à ce qui nous occupe là aujourd'hui, nous on croit toutes les trois fermement, et c'est aussi pour ça qu'on a choisi le mot androcène comme titre du livre, que on a besoin de penser conjointement tous ces systèmes de domination, autrement on ne pourra pas changer les valeurs qui détruisent le monde aujourd'hui et qui détruisent le lien humain. Parce que la violence envers les femmes et les enfants détruit le lien humain aussi sûrement que les violences à l'égard de la nature détruisent notre lien au vivant et à notre vie elle-même. Bon, voilà, je vous laisse continuer. Bon, nous sommes en patriarcat. Qu'est-ce qu'un patriarche? Un patriarche, c'est celui qui sait, c'est celui qui a des droits sûrs, et c'est celui qui a la légitimité de la décision
de l'éducation, de l'obéissance, demander aux autres, de la prédation. Et en fait, c'est précisément cela qu'il nous faut changer là. Et donc, en fait, cette société patriarcale, c'est une société qui autorise certains à être dans la prédation de tout et qui légitime ce droit à être dans la prédation. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus être dans la prédation. Et cette construction sociale qui a mis le masculin du côté de la performance, de la puissance, de la force, de la conquête, de la prédation, de la destruction, et qui a mis le féminin du côté de la préservation, du soin, de la sobriété, de la soumission à des limites, eh bien en fait aujourd'hui dans le système de valeurs patriarcales, nous devons absolument retrouver la part féminine de cette construction patriarcale. Et notre avenir ne sera que dans le soin, la limite, le partage, ce qui est une construction sociale féminine. Et c'est en cela que l'écoféminisme rapproche la question de la construction sociale de notre système de valeurs à nos actions concrètes de prédation. Et en fait, si nous prenons, nous utilisons et nous jetons, eh bien nous prenons, nous utilisons et nous jetons à la fois le corps des femmes au moment où il y a une agression, et nous prenons, nous utilisons et nous jetons à la fois les ressources naturelles de la même manière. Et en fait, nous ne pouvons plus être dans un système de valeurs où l'extraction, la prise de force, la destruction ne sont pas regardées en regard des conséquences qu'elles ont sur le moyen et long terme. Et c'est ça le patriarcat. C'est le fait que la prédation, la destruction, l'extraction ne sont pas regardées à la hauteur des conséquences qu'elles ont. Elles sont regardées à la hauteur de la jouissance qu'elles procurent à celui qui le fait au moment où il le fait. Si j'ai de la jouissance à le faire, alors c'est légitime. Eh bien non, aujourd'hui nous devons absolument changer cela. Et c'est cela l'écoféminisme. C'est penser la limite, penser le partage, penser la coopération plutôt que la production, l'obéissance et l'extraction. Alors, moi, pour compléter, du coup, je vais parler peut-être des récits. Ça, c'est possible parce qu'encore une fois, on a estimé que c'était normal. Et moi, aujourd'hui, c'est vraiment cette histoire de déconstruction quand le voile se lève. Aujourd'hui, je regarde des films qui passaient avant comme des lettres à la poste et qui aujourd'hui me montrent à quel point ça nous a complètement formatés. Je suis tombée l'autre jour sur Le Bonheur est dans le pré, qui est quand même le film le plus gentil des années 90, je crois. Et en fait, il tape sa femme et c'est totalement normal. Non, mais t'as Heidi Mitchell qui dit, mais t'as qu'à lui filer une bonne baffe et puis ça ira mieux. Voilà. Et là, tu dis, j'ai regardé ce film et j'ai rien vu. Tu regardes Basic Instinct, ça commence par un viol au début, tu dis, mais ça s'est passé comme une lettre à la poste, je n'ai rien vu. Et donc, c'est ça qui est quand même un peu réjouissant aujourd'hui, c'est qu'on se dit quand même que notre œil est en train de changer. Notre œil a été totalement conditionné. Et c'est là où on a vraiment besoin de récits. Et aujourd'hui, c'est bien, du coup, je vais parler plus de ce truc-là, moi, mais c'est bien qu'il y ait des films des séries comme La Servante écarlate, peut-être. Mais aujourd'hui, on a besoin de voir des récits dans lesquels les valeurs féminines sont là, dans lesquels les femmes sont aussi des héroïnes et pas simplement des victimes. Et en fait, on a besoin de ça. Et aujourd'hui, moi, en tant que maison d'édition, je ne reçois que des dystopies. Parce que c'est difficile de se projeter dans ce monde-là. Et on en a mais absolument besoin. Si on n'est pas capable de se voir dans un monde meilleur, on ne le créera pas. Donc, on a vraiment besoin aussi de se positionner. Et c'est une prise de risque. Parce qu'effectivement, ça demande une imagination énorme. Et c'est beaucoup plus difficile à imaginer et à écrire et à filmer et compagnie. Et bonjour, merci d'avoir pris le temps de travailler et de nous apporter aujourd'hui du grain à moudre. Je suis là. Moi, je connais pas le mot grec pour blanc, mais peut-être que ça pourrait être ajouté avant. Et sinon, en observant les papas et donc les hommes qui ont du pouvoir, on va dire, autour de moi, je me rends compte aussi qu'ils sont rongés par la peur, donc vous l'avez déjà dit, la peur de la guerre. Alors peut-être que c'est le fait qu'ils soient nés dans l'après-guerre et que leurs cerveaux sont déjà un peu rigides, mais j'ai l'impression que c'est ça qui les tient, la peur
et se dire que si j'ai de l'argent, si l'économie elle marche, et ben ça se passera moins, la peur de la guerre, ça se passera moins mal avec de l'argent. Et en fait, du coup, j'ai l'impression que ce qui se joue, c'est la place et de si nous mettons en France demain, on applique ce qui est écrit dans la Convention climat. Comment ça va se jouer notre place internationale? Je dis pas que c'est ce que je pense, hein, c'est plutôt l'observation des papas. Par exemple, c'est ça qui les tient en disant bon, il y a l'écologie, mais c'est loin. Si demain on se fait manger par voilà. Enfin, et du coup, par exemple, pour reprendre la question que par rapport aux avions, j'ai l'impression que c'est vraiment ça. C'est en fait déjà il y a des emplois qui sont liés, mais aussi ce qu'on vend à l'international, l'aviation, et aussi le fait que on a ça entre guillemets sous le coude s'il y a la guerre, quoi. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on nous renvoie souvent, c'est de dire ouais, mais les hommes ils font la guerre. Mais j'ai envie de dire aux hommes, refusez de la faire, les amis. Parce que refuser de faire la guerre, c'est refuser de rentrer dans une construction viriliste du monde où il faut détruire le voisin, quoi, en fait. Et le refus de la guerre, c'est une manière d'être au monde plus sensible, plus empathique et de ne pas être dans une forme de concurrence où l'un doit absolument tuer l'autre, mais d'être au contraire dans une forme de coopération. Et ça, moi, je suis très frappée du fait que le mouvement fasciste, et on en a encore eu un exemple à Rome, par exemple, ce week-end, où il y a eu un mouvement fasciste où il n'y avait que des hommes dans la rue. Si vous regardez les manifestations d'extrême droite qui ont eu lieu en France, c'était des bataillons d'hommes qui prenaient la rue. Et en fait, ça, c'est nous conduire vers la guerre. C'est-à-dire que ça, c'est une reprise en main du pouvoir par les hommes. Et en fait, ce qu'on n'a pas dit, c'est que on n'est pas tous égaux dans la responsabilité de la catastrophe qui arrive. Et en fait, pour passer un cap, il nous faut aussi penser la responsabilité. Et il nous faut regarder cette responsabilité avec sérénité et maturité. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire des procès, mais il s'agit de reconnaître la responsabilité pour passer à autre chose. Oui, le monde occidental a été responsable de la prédation qu'a été l'esclavagisme, puis la colonisation. Et qu'en fait, nous devons le poser. Parce que si vous regardez, par exemple, les négociations du GIEC, au moment des accords internationaux, les pays dits en développement demandent aux pays dits développés un fonds de soutien au titre de la responsabilité qu'ont eu ces pays développés dans l'historique des émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, d'une certaine manière, ils demandent la réparation de la prédation qui a été celle des pays occidentaux. Et nous pour l'instant, nous rechignons à faire ce fonds d'indemnisation et d'aide et de soutien à la transformation. Pourquoi nous rechignons? Parce que nous ne voulons pas regarder notre responsabilité à la hauteur de ce qu'elle est. Et aujourd'hui, ça débloquerait bien des choses de dire que les pays occidentaux disent oui, nous avons une responsabilité historique et pour cela, nous avons une dette vis-à-vis des autres pays qui sont en voie de développement et qui sont moins riches que nous et qui, par ailleurs, sont plus exposés que nous au réchauffement climatique. Et donc, cette dette, c'est une dette morale, mais c'est aussi une dette financière. Et en fait, penser la question de l'androcène, c'est aussi penser la responsabilité qu'a eu la construction du masculin et donc des hommes dans cette construction du masculin, dans la catastrophe telle qu'elle est aujourd'hui. Et si nous ne changeons pas les valeurs, nous en avons bien des fois parlé, si nous ne changeons pas les valeurs, nous n'y arriverons pas. Mais moi, et je termine, pardon, là-dessus parce que je suis encore trop longue, mais j'ai organisé à l'Assemblée nationale un colloque des psychologues, parce que les psychologues avaient besoin de revaloriser leur métier, etc. Et après le Covid, ils ont eux aussi beaucoup souffert et donc ils voulaient travailler sur leur métier. Et ce colloque des psychologues, à un moment donné, nous avons fait une pause et je me suis retrouvée entourée d'une trentaine des responsables des psychologues là. Et ils m'ont dit, mais on entend parler de vous beaucoup dans nos consultations. C'est-à-dire que
les mots que je pose dans le débat politique, comme la déconstruction, comme la virilité, comme ça, questionnent beaucoup la place que les hommes peuvent avoir dans le monde. Et ils me disent, mais beaucoup des hommes que nous recevons dans notre cabinet nous posent des questions sur vous et quelle est la place qu'ils ont dans le monde d'après. Et en fait, j'ai envie de répondre à cela que tant mieux si ça pénètre si ça rentre dans les cabinets de psychologues, c'est que quelque chose de très profond est en train de bouger. Et oui, la place des hommes ne sera pas ce bon père de famille. Oui, la place des hommes ne sera pas ce responsable de la sécurité de sa femme et de ses enfants. C'est autre chose qu'il nous faut construire. Eh bien, travaillons ensemble à quelle est la place des hommes et des femmes, quelle est la place de l'altérité et quelle est l'égalité là-dedans. Et en fait, ça ne veut pas dire que nous allons vous effacer avec une gomme, ça veut juste dire que vous avez une place qui n'est pas une place de domination, qui est une place de respect. Bien, bienvenue dans ce monde-là, en fait. Et pour répondre à cette question de la place des pères, je vais raconter une histoire d'écoféminisme qui est celle de Greenham Commons. Greenham Commons, c'est la manifestation la plus longue qui ait jamais eu lieu. Elle a duré 5 ans de manifestantes, qui a duré plus de 30 ans, autour d'une base anglaise, une base au moment en pleine guerre froide, les puissants occidentaux ont décidé de faire de la dissuasion nucléaire et donc de dispatcher un certain nombre d'ogives nucléaires à proximité de l'URSS et notamment à Greenham Commons. Ça a commencé par le mot d'une femme dans une boulangerie. Et à l'époque, tous les pères de famille faisaient bien attention à protéger leurs enfants en fabriquant dans leur cave un réduit obscur et sombre pour le jour de l'aliénation, enfin de l'anéantissement du monde, parce que c'était un autre... dans ces années-là, la peur qui tenaillait nos parents, vos grands-parents, je me rends pas bien compte, c'était pas le réchauffement climatique, c'était demain matin, il y a un type qui va appuyer sur un bouton et le monde entier va disparaître. C'était la peur qui les tenaillait au jour le jour. Donc c'était une peur sacrément puissante et vivante. La réponse apportée, c'était dans la cave, on va fabriquer un abri anti-atomique. Et à Greenham Commons, il y a une femme qui a mis un petit mot dans une boulangerie en disant « ça me fait sacrément peur ce qu'ils sont en train de faire là, les gens voulaient pas qu'on se réunisse pour en parler ». Et de ce petit mot déposé dans une boulangerie, des centaines et des centaines de femmes ont fait camp pendant plus de 30 ans autour de Greenham Commons. Elles ont décoré les grilles, elles sont entrées à l'intérieur en pleine nuit pour aller danser sur les silos sous lesquels se trouvaient les ogives nucléaires et proposer un autre récit. Proposer non pas le récit de chaque intérêt chez soi dans son abri anti-atomique avec des conserves pour le jour de l'anéantissement, mais proposer un récit où ensemble on parle de nos peurs, où ensemble on danse autour des ogives, on danse au-dessus des silos, et ça a été de la résistance et de la désobéissance, un exemple de désobéissance civile extraordinaire qui est la génération de mes parents, peut-être pas vos parents, des années 70, il y a des tas de récits, d'autres façons de réagir à la peur de la guerre et de la peur de l'anéantissement. Il y a plein d'autres façons de faire, il y a plein d'autres récits. Mais simplement, ces récits-là, on les entend moins, mais ils n'ont pas été moins puissants. Ils ont permis d'ouvrir des nouvelles choses. Donc, quand on me raconte, moi, un récit de peur oui, mais bon, il faut que j'assure mes arrières et que j'achète suffisamment de conserves. Oui, tu peux faire ça. Ou alors, viens, on va danser autour d'un camp militaire et ça va sacrer. Et d'ailleurs, les ogives n'ont jamais pu être livrées à Greenham Commons. C'est le seul endroit d'Angleterre où les ogives nucléaires ne sont jamais arrivées grâce à cette mobilisation qui a duré plus de 30 ans. Les images sont magnifiques. Je vous encourage à taper Greenham Commons sur Internet et de regarder ces femmes qui se marrent, qui s'éclatent. Et il y avait beaucoup d'hommes dans les affaires de Greenham Commons. Les hommes, ils s'occupaient de rapporter la bouffe, de faire les commissions, ils étaient des alliés et ils étaient présents. Ils s'occupaient des gosses pendant qu'elles campaient pendant des mois et des mois autour de Greenham Commons. Ils étaient présents, ils étaient alliés, ils n'étaient pas effacés dans cette lutte-là. Et c'est une lutte qui a été victorieuse. Adélaïde vient de parler de joie et c'est vrai que c'est des endroits aussi, ça c'est aussi un récit, de dire que les luttes, de dire que le nouveau modèle, c'est
c'est des écolos aigris, etc., etc. Donc, il y a aussi besoin de voir ça. Et d'ailleurs, par rapport à la question tout à l'heure de l'individuel et le collectif, Emma Goldman, qui était une anarchiste, disait si je ne peux pas danser dans votre révolution, j'ai pas envie de votre révolution. Et on a besoin, en fait, de nourrir notre puissance d'être. Et ça passe par la joie. Donc ça, on en a besoin. Et par rapport à ce que je voulais dire sur votre question, enfin, sur votre remarque, ils ont peur parce qu'on n'arrête pas de nous dire qu'il n'y a pas d'alternative, en fait. Qu'il n'y a pas d'alternative viable. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que, bah oui, en fait, c'est celui qui est au centre. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est effectivement, il y a un centre, et puis après, il y a ceux qui sont moins bien. Et donc, il y a les pays en voie de développement, il y a les femmes, il y a ceux qui ont une couleur de peau qui n'est pas la même, etc., etc. Classe sociale, etc. Donc, effectivement, ce dont on parle, c'est une révolution des marges. Et ça fait sacrément peur au centre, c'est bien connu. Et c'est un peu comme ça aussi que change le monde, c'est-à-dire que en Androcène, on pense que c'est comme un jeu d'échecs, on va mettre à mort voilà, le système d'en face. Et en fait, pour de vrai, c'est plutôt des pions qui se retournent. Et si vous jouez à l'Othello ou au jeu de Go, vous savez que le plateau, il se retourne, c'est les marges qui vont gagner. Donc, bien sûr que ça peut faire peur. Et moi, je trouve ça intéressant parce que c'est ce qu'a amené l'écoféminisme. C'est-à-dire que dès qu'on se met à un autre endroit, dès qu'on commence à regarder le féminisme, l'écologie grandit. Eh bien, moi, aujourd'hui, je regarde ce que me racontent les gens handicapés et je pense que ça va me faire grandir aussi. Il y a probablement un truc que j'ai pas compris encore et qui va encore faire grandir toutes nos causes communes. Mais pour ça, il faut être en situation d'humilité, de se dire on va grandir ensemble. Et l'autre chose que vous disiez, c'est cette histoire, et qui revient toujours, hein, de renoncement. Donc, il faudrait renoncer. Ok, peut-être. Mais à quoi avons-nous renoncé aujourd'hui pour ce modèle-là? À du temps, à de l'apaisement, peut-être pour cette génération-là. Enfin, moi, je l'ai vécu avec mes parents, à voir leurs enfants, à ne pas à faire des burn-out avec des bullshit jobs. Enfin, voilà, il y a aussi tout ça. Donc, à quoi avons-nous renoncé? Et cela, on n'en parle jamais. On parle que de ce que on pourrait possiblement renoncer. Et ça, c'est parce qu'on est encore scotché sur le monde d'aujourd'hui. Et en fait, le truc qu'on veut pas lâcher, c'est le modèle d'aujourd'hui. Plutôt que de se projeter sur le monde de demain. Et c'est lui qui va nous donner du désir d'aller vers ça. Et on va voir ce qu'on peut gagner et non pas ce à quoi on doit renoncer. Merci beaucoup pour cette réponse très complète. Le temps passe, alors on va s'approcher de la clôture de cette conférence. Moi, j'ai juste une dernière question à poser, qui est, je pense, intéressante pour ce public-là. On a parlé énormément des émotions, notamment. On a parlé aussi de sortir de une simple rationalité du chiffre. Et on a parlé de masculin aussi, et là on est devant un public composé à peu près, je pense, aux 2/3 d'élèves ingénieurs, donc de futurs ingénieurs. On nous enseigne principalement la réflexion par le calcul, par le chiffre, même la réflexion stratégique, rationnelle. Faut aussi savoir également que les écoles d'ingénieurs en France, c'est globalement 25% de femmes, donc 3/4 d'hommes, 1/4 de femmes. C'est quoi quelle est la responsabilité des ingénieurs? Quel est le rôle des ingénieurs dans une évolution en dehors de l'Androcène? Et puis je parle des ingénieurs et puis de manière générale, même des cadres, des personnes qui demain seront amenées à avoir un certain pouvoir décisionnel. Est-ce que vous voulez que je reformule ma question? Non, c'est très clair. Moi, la question que j'ai envie de vous poser à vous, c'est quelle est votre éthique d'ingénieur? Quelle est l'éthique que vous allez déployer dans votre métier d'ingénieur? Et en fait, je pense que la mutation du métier d'ingénieur se situe là, c'est-à-dire au nom de quelle valeur, dans quel cadre, dans quelles limites et dans quel système de coopération vous exercez votre métier d'ingénieur. Et si vous ne posez pas la question de l'éthique, des valeurs morales au nom desquelles vous faites les actions que vous allez devoir faire, eh bien, vous rentrez dans un système dénué de sens et dénué de capacité de transformation. Donc, en fait,
ça se développe dans les écoles d'ingénieurs, mais toutes les écoles d'ingénieurs n'ont pas encore suffisamment de réflexion sur éthique, philosophique et morale sur comment exercer le métier d'ingénieur. Et moi, je pense qu'il faut passer d'une situation d'expert sachant à des compétences mises au service de la collectivité. Et en fait, on a besoin des compétences des ingénieurs, mais nous n'avons pas besoin de sachants qui nous expliquent quelle est la solution technique à tel problème. Moi, j'ai fait un best-of des solutions qui avaient été pensées par des ingénieurs dans le réchauffement climatique les plus absurdes possibles. Il y avait l'idée qu'on allait tirer un câble vers le soleil. Il y avait l'idée qu'on allait balancer nos déchets au-delà de l'atmosphère pour nous en débarrasser sur Terre. Il y avait tout ça. En fait, tout ça, on n'en a pas besoin. Aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est comment on peut, avec votre sens votre compétence et votre sens de la physique, de la pratique, comment pouvez-vous vous mettre au service des besoins de transformation de la population. Et ça suppose aussi de sortir de la position de dominant dans le monde économique et professionnel pour être au service d'eux. En êtes-vous capable et quelle est votre éthique là-dessus? Je reviens toujours à cette même question et je pense qu'elle est valable pour les ingénieurs et pour absolument tout le monde. C'est quelle est la valeur que je crée? Je suis aujourd'hui en vie, quelle est la valeur que je crée? Qu'est-ce que j'ai créé comme valeur aujourd'hui? Qu'est-ce que je crée comme valeur demain? Et ça, c'est une question passionnante que vous pouvez vous poser à chaque seconde de votre vie. Moi, je pense qu'effectivement, on a besoin d'ingénieurs. Il y a eu toute une époque où tout le monde faisait sa bifurcation et devenait sophrologue ou permaculteur ou développement durable. Et en fait, non, on a besoin de comptables conscients, on a besoin d'ingénieurs conscients, on a besoin justement d'infiltrer et de faire évoluer tous ces métiers-là qui sont fondamentaux. D'autant qu'après, il y a trop de permaculteurs, trop de sophrologues, il n'y a personne pour les payer. Enfin bref. Et la deuxième chose que je voulais dire aussi, c'est que il y a plein de techniques aujourd'hui. Enfin, c'est peut-être l'endroit dans lequel il y a le plus de choses. Il y a le low-tech, il y a le biomimétisme, il y a l'innovation radicale. Enfin, on l'a vu, il y a les serveurs, c'est juste une catastrophe. Enfin, les processeurs pour faire du numérique. Aujourd'hui, toute l'énergie qui était gâchée avant, moi, je sais que nous, par exemple, si vous prenez Infomaniac qui fait des serveurs, ils récupèrent toute l'énergie et ils chauffent leurs locaux, etc. Donc, il n'y a aucune déperdition. Donc, il y a des vraies solutions pour le coup sur le champ de votre cursus. La question qui se pose, c'est la question du bon endroit. C'est-à-dire que moi, je pense effectivement qu'il faut des innovations radicales et qu'il ne faut pas se tromper sur ce qu'on appelle la croissance verte et compagnie et sur les solutions techno qui, en fait, sont des perfusions pour le monde d'aujourd'hui et qui permettent de le rendre encore acceptable, qui puissent encore recruter des bonnes personnes. Et donc là, on crée simplement des perfusions qui maintiennent ce monde-là. Donc, il y a juste cette question il y a effectivement la question des valeurs et il y a la question des conséquences de ce que je suis en train de faire. Et parfois, la conséquence, elle peut être assez longue. Et elle n'est pas facile, la réponse. Mais en tout cas, déjà, rien que de se poser la question de qu'est-ce que je fais, à quoi je participe à chaque fois, c'est super intéressant. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que vous êtes super important. Et si on reprend les premières mutineries d'ingénieurs, Clément Chouane et d'autres, on peut se dire que dans 10-15 ans, vous êtes tous là, si on prend ceux qui ont commencé, vous êtes tous à la tête de tous les partis politiques, dans les gros comités de direction, etc. Donc ça peut aller très, très vite, en fait. Faut pas oublier ça, quoi. Merci. Il y a beaucoup de choses qui ont été abordées pendant cette matinale. On va arriver sur le mot de la fin. Donc, est-ce que vous souhaitez dire un petit mot de la fin, ajouter une réflexion avant qu'on termine, une pensée ou un message particulier? Désobéissez. Désobéissez. Vraiment, on a besoin absolument de vous, mais on a absolument besoin de votre désobéissance aussi. Croyez en vous. Et tout ça se fera ensemble.